À la une, l'ouverture à Abidjan du premier bureau en Afrique de l'Ouest francophone du géant américain General Electric. Le patron du groupe a été reçu au palais par le président Ouattara. Jeffrey Immelt indique que General Electric travaille actuellement sur des projets d'électricité dans le pays. Aujourd'hui 3 mars, des parents et amis des 7 femmes qui ont perdu la vie au rond-point d'Abobo le 3 mars 2011 se sont réunis pour se souvenir de leurs proches disparus au cœur de la crise. La ministre de la Solidarité y était pour apporter la compassion du gouvernement. Et ce soir, à 5 jours de la Journée internationale de la femme, nous faisons un clin d'œil à des femmes qui ne lâchent rien, ces filles et mères qui exercent des métiers traditionnellement perçus comme des métiers d'hommes. Certaines d'entre elles sont même des pionnières dans leur secteur d'activité, vous le verrez dans ce journal. Et puis à l'étranger, l'opposition nigérienne qui demande la libération de l'opposant Ama Amadou, écroué depuis novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants et qui affrontera le président sortant Mahamadou Issoufou au second tour de l'élection présidentielle le 20 mars prochain. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Le géant américain General Electric a ouvert son premier bureau en Afrique de l'Ouest francophone ici à Abidjan. Ouverture effectuée hier par Jeffrey Immelt, patron du groupe. Ce jeudi, le PDG de General Electric a eu un entretien avec le président Alassane Ouattara. Jeffrey Immelt indique que son groupe a confiance en la Côte d'Ivoire pour ses investissements à venir. General Electric travaille actuellement sur des projets dans l'électricité dans le pays. Le récit de Jérôme Kofi Abolin. Le président, directeur général de General Electric en Côte d'Ivoire, il y est pour évaluer les potentialités en matière d'investissement. Reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi au palais présidentiel, Jeffrey Immelt a fait part au chef de l'État ivoirien de son intention à travers General Electric de contribuer à la réalisation de projets, notamment dans les domaines des transports et de l'éducation. Nous avons confiance pour investir en Côte d'Ivoire dans l'investissement en Côte d'Ivoire. Et nous pensons que notre technologie, effectivement, dans le secteur sanitaire est très importante. Jusqu'en 2020, nous nous engageons aussi dans le domaine de la santé. Et nous travaillons aussi avec des projets, l'initiative du président de la République. General Electric aussi a des projets au niveau du transport ferroviaire. Nous avons promis au président de la République que nous allons aussi investir dans le renforcement des capacités pour accroître les connaissances des jeunes Ivoiriens dans le domaine de la formation et de l'éducation. General Electric entend faire de la BAD, Banque africaine de développement, un partenaire sûr afin de parvenir à ses objectifs. Pour le patron du géant américain, les relations avec la BAD visent à favoriser l'implantation de General Electric, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi sur le continent au regard des opportunités en termes de croissance. La 8e conférence des présidents des assemblées nationales et de sections de la région Afrique s'est ouverte aujourd'hui à Libreville. Une conférence qui devrait enregistrer le point des activités de l'organisation, aussi de mener des réflexions majeures sur la démocratie et les questions environnementales de la zone francophone de l'Afrique pour les années à venir. Le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, conduit une délégation de députés ivoiriens à cette rencontre. Tout sur les enjeux de cette conférence avec notre envoyé spécial à Libreville, Michel Digré. Les présidents de parlement et de section de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie en conclave à Libreville. Pour cette conférence, la 8e du genre, c'est le président du Parlement du Gabon qui a livré les enjeux de ces assises. Les thèmes inscrits à l'ordre du jour de la présente rencontre, à savoir défis et espoirs de la COP 21 pour l'Afrique, et médias sociaux et le développement démocratique en Afrique francophone soulèvent des questions cruciales de notre ère. Le premier sujet nous permettra de faire le point de la participation de l'Afrique à la conférence parlementaire sur le changement climatique qui a eu lieu à Paris en novembre 2015. Le second, quant à lui, nous donnera l'occasion de poser les jalons d'une discussion sur le rôle des médias sociaux sur le développement et la démocratie en Afrique. Les réflexions sont ainsi ouvertes pour relever les défis environnementaux
et ce, de la contribution des médias, notamment des réseaux sociaux, dans le jeu politique. Cette première journée a débuté par un rapport d'activité de l'APF Zone Afrique de juillet 2015 à ce jour. La situation politique et sociale dans les pays d'Afrique francophone a été dressée. Les travaux s'achèveront ce vendredi par l'adoption de résolutions qui devront faire bouger les lignes sur les questions environnementales et celles de démocratie en Afrique francophone. Et en marge de cette rencontre, le chef du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, et Ali Bongo Ondemba, le président du Gabon, ont eu un tête-à-tête. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est allé porter un message du président Alassane Ouattara à son homologue gabonais, Ali Bongo. Retour à Abidjan avec d'autres images, cette fois de la primature. Le Premier ministre a reçu ce jeudi d'abord Anas Sefrioui, président directeur général du groupe Ad-Doha, un groupe marocain spécialisé dans la cimenterie et l'immobilier. Ensuite, Daniel Kablan-Duncan a reçu Aroki Aihachi, vice-président exécutif de Mitsubishi Corporation. Le groupe spécialisé dans la construction automobile a dévoilé au chef du gouvernement ivoirien sa stratégie de développement pour la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. Dans 5 jours exactement, le monde entier va célébrer la femme à l'occasion de la journée internationale dédiée à cet être à qui donne la vie. Et ce soir, nous faisons un clin d'œil à ces femmes qui ne lâchent rien, ces filles et mères qui exercent des métiers traditionnellement perçus comme dévolus aux hommes. Et pourtant, dans ces métiers, elles sont nombreuses à s'affirmer. Certaines même en sont des pionnières. Comment sont-elles arrivées à se faire une place dans leur domaine d'activité? Les éléments de réponse dans ce sujet de Chantal et Ouman à Kandan. Centre hospitalier universitaire, CHU de Cocody. Nous sommes au service de la médecine légale. Ici, s'exerce un métier généralement dévolu aux hommes, celui de médecin légiste. Contre toute attente, le responsable des lieux est une femme. Elle y travaille depuis 20 ans. Ici, nous nous trouvons à l'Institut de médecine légale, qui est un institut qui fait beaucoup de thanatologie, c'est-à-dire qui traite beaucoup sur les causes et les circonstances du décès d'un individu. Donc, étude de la mort, donc à partir d'un cadavre entier frais, un cadavre en décomposition et même, nous faisons des autopsies donc sur le squelette également. Depuis quelques années, une autre femme médecin légiste est à ses côtés dans ce service qui compte aujourd'hui 4 hommes et 2 femmes. Derrière ce que nous faisons, on donne quand même de la considération aux familles, la joie aux familles. Ils arrivent à faire leur deuil après nos conclusions. Autre décor, autre métier. Aïssatou Cissé est présidente directeur générale d'une entreprise de transport. Sous ses ordres, ce sont plus de 60 personnes, dont 30% de femmes qui travaillent au quotidien. Pour exercer dans cette activité ou dans toute activité où on a tendance à dire que c'est des activités assez dures et qui sont réservées aux hommes, le conseil que je donnerais aux femmes, c'est d'avoir beaucoup de rigueur dans ce qu'elles font, qu'elles croient en elles. On est confronté à des situations des fois où on essaie quand même de comprendre. On a marqué notre territoire en nous professionnalisant dans ce secteur. Julie Olga fait partie des 30% de femmes que compte cette société de transport. Elle est mécanicienne, elle répare les cars en panne. Les cars, quand ils viennent le matin, ils viennent déclarer les pannes. Quand ils viennent déclarer les pannes, je note. Et puis maintenant, en fonction de ça, je viens voir les mécaniciens aussi. Je leur explique la panne du chauffeur et puis en fonction de son travail. Je peux aussi encourager aussi nos sœurs aussi à exercer ce métier-là. 2 tableaux qui peignent des femmes qui font partie des pionnières dans leur secteur d'activité. L'une est la première femme médecin légiste en Côte d'Ivoire et l'autre fait partie des rares femmes à exercer dans le transport en commun en Côte d'Ivoire. Des métiers qui généralement sont réservés aux hommes. C'est pourquoi, chaque 8 mars, le monde entier célèbre la Journée internationale de la femme pour encourager les actes de courage et de détermination accomplis par les femmes. C'est aussi l'occasion d'appeler à des changements en faveur du genre. Ce qui explique le thème retenu cette année, Planète 50-50, d'ici 2030, franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, 3 mars, des parrains et amis des 7 femmes qui ont perdu la vie au rond-point d'Abobo le 3 mars 2011
se sont réunis pour se souvenir de leurs proches disparus au cœur de la crise. Maître à mot de cette cérémonie, le pardon. La ministre de la Solidarité y était pour apporter la compassion du gouvernement. Le compte-rendu de Ben Touré est commenté par Abou Sanogo. Rond-point du Banco, dans la commune d'Abobo. Théâtre du drame qui a vu la mort de cette femme emportée par des obus. C'était le 3 mars 2011. Le sang des corps des victimes giclait tellement que la route est restée marquée pendant des jours et des semaines, malgré la pluie et le soleil. Aujourd'hui, jour de commémoration, quelques-unes des rescapées qui ont pris part à la marche déposent des gerbes de fleurs sur les lieux du drame. 5 années se sont écoulées, mais le souvenir lui est resté frais et vivace dans les esprits. Ce jour-là, le 3 mars, nous sommes sortis, c'était pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. Et là, d'autres sont tombés, et là, aujourd'hui, d'autres ont des séquelles, d'autres encore des balles. Vamara Sako est l'époux de l'une des victimes. Il a accepté de tourner la page, mais à une condition. Vraiment, il faut que la justice soit faite, parce que jusqu'à aujourd'hui, moi-même, je ne suis pas encore marié. Ça fait 5 ans. Parce que ma femme qui est partie, elle me coûtait très cher. Dans la famille de feu Mayemukone, une des 7 femmes tuées, se tient une cérémonie d'hommage et de prière. Que d'émotions. La ministre de la Solidarité est à leur côté. Mariatou Kone rassure les parents des victimes quant à l'appui du gouvernement. L'indemnisation est en marche. Ça a commencé depuis le 4 août 2015. Le lancement a commencé avec le président de la République lui-même. 3500 personnes qui ont perdu la vie ont vu leurs parents recevoir quelque chose. Symboliquement, 1 million par vie perdue, c'est peu, mais en même temps, c'est montrer la compassion de l'État. Mais de façon intégrale, 1000 personnes, 1000 blessés sont pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire, prise en charge médicale et prise en charge psychologique. Ça fait 4500 personnes. Réparation d'accord, mais vérité d'abord. Les rescapés de la marche et les parents de cette femme tuée attendent que la lumière soit faite sur le drame du 3 mars 2011. Et c'est pour apporter justement la compassion du gouvernement aux victimes des crises sans distinction que se tient à Grand-Bassam un colloque international sur la validation du programme de réparation et de l'indemnisation des victimes. La rencontre s'est ouverte hier sur initiative de la CONARIV. Le compte-rendu de Théodore Zouzou et Abou Sanogo. Comment assurer l'inclusivité du processus de réparation des torts causés aux victimes des crises sociopolitiques survenues en Côte d'Ivoire? La préoccupation est au cœur de cet atelier à Grand-Bassam. La Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, CONARIV, et ses partenaires vont s'accorder sur le programme national élaboré à cet effet. Cette rencontre va également leur permettre d'arrêter une liste définitive des victimes. Oui, la liste définitive des victimes sera remise à son Excellence Monsieur le chef de l'État, président de la République, d'ici la fin du mois de mars. Donc la liste est pratiquement achevée. L'ONUCI se veut un partenaire privilégié dans ce processus. La représentante du secrétaire général des Nations Unies a assuré la CONARIV de l'engagement de son institution à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa quête de consolidation de la cohésion sociale. Priorité pour le gouvernement, la réconciliation passe par la réparation de toutes les victimes. D'où l'intérêt de ce conclave, a souligné la représentante de la ministre de la Solidarité, de l'indemnisation des victimes et de la cohésion sociale. Je tiens à préciser que le gouvernement en général et le ministère de la Solidarité, la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes attendent beaucoup des conclusions de ce colloque. La disponibilité très prochaine du fichier unique des victimes permettra en effet au ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes d'accélérer le processus de réparation des préjudices dans notre pays. 130 560 victimes recensées au cours des 3 dernières phases de recensement accordées aux retardataires. Ce colloque, avec la participation des experts venus du Togo, du Maroc, des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre et du Centre international pour la justice transitionnelle, sera un lieu d'échange en matière d'indemnisation. Les associations des victimes y prennent part également. Il refermera ses portes ce vendredi 4 mars. Prenons maintenant la direction de la France. La journée ivoirienne au Salon international de l'agriculture de Paris, c'était hier mercredi, une journée destinée à faire la promotion de la destination ivoire à travers ses productions animales et halieutiques. Une belle ambiance a régné au stand Orange, Blanc et Vert qui à ce jour a fait le plein de visiteurs.
Au programme, dégustation de mets ivoiriens concoctés à base de produits d'élevage. Hugues Hervé Blé est l'un de nos envoyés spéciaux à la porte de Versailles. Ambiance toute particulière au stand dédié aux produits de l'élevage. Cette journée spéciale Côte d'Ivoire, les nombreux visiteurs qui, les jours précédents, étaient curieux de savoir si l'escargot et le mâchoiron ivoirien étaient comestibles, ont eu l'opportunité d'y goûter. Pour faire la promotion des mets ivoiriens au stand du ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministre lui-même. La promotion des produits de l'élevage de la Côte d'Ivoire, le ministre Kobenan Kwasi Djoumani l'a poursuivi au cours de nombreuses rencontres qu'il a eues, comme ici, avec le docteur Papa Abdoulaye Seck, le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal. Également visité le stand du Maroc, en ligne de mire, la consolidation des liens avec ce pays. On suivi les échanges avec les responsables de la race Limousine, une race bovine en expérimentation en Côte d'Ivoire, avec des résultats satisfaisants. Le bilan est bon, on était sur un effectif assez faible. Voilà, et justement, on vient grossir un peu cet effectif avec une deuxième exportation pour rentrer dans des données vraiment fiables et offrir à la Côte d'Ivoire vraiment une référence technique et zootechnique de l'adaptation et de l'adaptabilité des races à viande françaises. Jusqu'à dimanche, seront encore présents au Salon international de l'agriculture à la porte de Versailles à Paris, experts, techniciens et autres spécialistes du ministère des Ressources animales et halieutiques, une préoccupation commune à tous, œuvrer à l'amélioration de l'élevage en Côte d'Ivoire. Depuis hier, la Côte d'Ivoire abrite la conférence internationale de l'Association internationale de la mutualité. La rencontre planche sur la mise en place de la couverture maladie universelle en Afrique. Plusieurs pays africains et européens participent à cette conférence qui va durer 48 heures, comme nous le montre Doigt des Lasers. Pour leur participation à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle dans les pays africains, les experts de l'AIM, Association internationale de la mutualité, se concertent à Abidjan. Ils vont mettre en place des stratégies de plaidoyer en faveur de la prise en compte des mutuelles dans le processus de la CMU. Je voudrais dire à tous ceux qui ne croient pas en la solidarité, venez à Abidjan, car vous y trouvez des femmes et des hommes qui ont à cœur de défendre des choix de solidarité et qui travaillent chaque jour pour plus de justice sociale, plus de droits et plus d'égalité. Les travaux en atelier vont porter sur plusieurs thématiques, entre autres la structuration nationale du mouvement mutualiste, l'adaptation des mutuelles à la mise en œuvre de la CMU et le développement des offres de soins de santé mutualistes. Les acteurs et partenaires du mouvement mutualiste africain et européen affirment donc apporter leur contribution pour la bonne marche de la couverture sociale des mutualistes. Nous nous sommes mis au travail avec pour ambition de prendre une grande part dans la couverture des populations en matière de santé, parvenir à couvrir plus de 45% de nos populations. Organiser dans chaque pays le mouvement mutualiste afin de le rendre plus dynamique. Dans chaque pays africain, l'objectif est de permettre à plus de 45% de la population de se soigner à moindre coût à travers la couverture sociale. Déjà, l'Union africaine de la mutualité est en activité dans les pays africains pour fédérer les mutuelles nationales afin de parvenir à une gestion efficace et performante de la couverture maladie universelle. Le ministre de la Culture et de la Francophonie était l'invité de la tribune, les rendez-vous du gouvernement. Maurice Kwaku Bandama a répondu à une question essentielle. Émergence de la Côte d'Ivoire, quelle place pour la culture? Il a présenté les grands axes de sa politique pour un secteur culturel beaucoup plus dynamique. Serge Coléa. La culture occupe une place de choix dans la politique d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Le ministre Maurice Kwaku Bandama, invité de la tribune Les rendez-vous du gouvernement, en veut pour preuve les nombreuses actions menées depuis sa prise de fonction en juin 2011 grâce à la volonté affichée du président de la République Alassane Ouattara et du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La réhabilitation du Palais de la Culture à Bernard Dadier à hauteur de 25 milliards de francs CFA et d'autres infrastructures culturelles, la réglementation du secteur de la culture, les lois sur le cinéma, la réforme du Burida, sans oublier la construction prochaine de la bibliothèque de la Renaissance africaine.
Autant de chantiers réalisés pour faire de la culture en Côte d'Ivoire un pilier essentiel du développement économique et social. Nous avons dans notre projet et dans le cadre de l'émergence culturelle de la Côte d'Ivoire des projets de grands travaux culturels. Un des plus importants, il s'agit de la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. Pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020, le ministre de la Culture et de la Francophonie entend surtout prôner les valeurs de l'Ivoirien nouveau, œuvrer au changement des mentalités en développant la culture de la mémoire. Le ministre a enfin noté 2 faits d'actualité qui confirment la vitalité culturelle de la Côte d'Ivoire. Il s'agit du Massa, le marché des arts du spectacle africain qui se tient du 5 au 12 mars à Abidjan, et les Jeux de la francophonie prévus en 2017. Et justement, s'il y a un dossier qui cristallise en ce moment le ministère de la Culture, c'est bien le Massa. Le marché des arts du spectacle africain s'ouvre officiellement samedi au Palais de la Culture de Treichville. Le directeur général du Massa était cet après-midi face à la presse sur le site du village Massa. 48 heures avant ce grand rendez-vous culturel, Konaté Yacouba a fait le point des acquis. C'était en présence de Guillaume Zéré et Serge Colléa. Concerts et spectacles éclatés pendant une semaine à Abidjan, Bouaké, Grand Bassam et Adzopé. Plus de 1000 artistes venus d'Afrique et du monde entier pour tenter de convaincre 300 diffuseurs internationaux. Assurément, les mélomanes ivoiriens vont vivre dans moins de 48 heures un des événements culturels les plus riches en termes de talent et de valeurs artistiques sur le continent africain. Les premiers festivaliers sont déjà là, comme l'a indiqué le commissaire général. Ça nous permet aussi de réaliser l'un des objectifs du Massa et de toutes les entreprises culturelles, c'est-à-dire mettre les professionnels en situation de travail, de connaissance, d'échange mutuel. Et nous pensons que ce point de vue-là, nous allons atteindre nos objectifs. Cette année, toutes les têtes d'affiche annoncées pour les grands concerts qui vont rythmer la fête ont donné leur accord de principe. Aucun risque de désagrément comme cela s'est fait l'année dernière avec l'artiste Arafat Didier. La question de la programmation et des programmations est une question qui n'est pas liée de notre fête. Sinon, nous, si on dit tu joues à tel jour, notre intérêt c'est que tu joues à cette heure-là, quitte à ce que tu le fasses avec 30 minutes de retard, mais il faut jouer. L'une des innovations de la 9e édition du Massa est la participation de la diaspora africaine. Des professionnels des États-Unis et 2 troupes venues de Salvador de Bahia seront de la fête. Pour finir, le directeur général a invité les populations à participer à ce rendez-vous culturel. Il a rassuré les uns et les autres sur la sécurité autour de l'événement. À l'étranger, commençons par le Bénin. L'heure est au préparatif du premier tour de la présidentielle de dimanche prochain. 33 candidats s'affronteront pour succéder au président sortant, Thomas Yahi Boni, qui ne se représente pas après 2 mandats. À une semaine du vote, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit dans 6 départements sur 12. Envoyé spécial à Cotonou, Gabriel Zani. À la mairie d'Abomey-Calavi, à environ 10 km de Cotonou, le retrait des cartes d'électeurs se poursuit. Sur plus de 5000 cartes, moins de 3000 ont été distribuées selon le président du centre de distribution. Certains intéressés, par coïncidence, je ne sais quoi dire, viennent trouver leurs cartes ici. Or, ils n'ont pas été enrôlés ici. Le reste des cartes attend les titulaires qui ne savent peut-être pas que leurs cartes se trouvent dans ce centre d'Abomey-Calavi. J'ai trouvé ma carte après d'énormes difficultés quand même. Je suis d'abord allé dans 2 centres, puis le chef quartier m'a envoyé par ici à Calavi où j'ai trouvé ma carte. Un manque d'affluence qui peut s'expliquer par ce fait. En mi-février, une décision de la Cour constitutionnelle autorise désormais les citoyens béninois à voter avec leur carte de 2015. Une décision motivée par le retard accusé dans le processus de fabrication des cartes, selon le coordonnateur du Centre national de traitement, CNT, l'organe en charge de la production et de la distribution des cartes d'électeurs. Nous avons 12 départements au Bénin. Le dernier département qui est en cours d'impression a déjà commencé la distribution. Quand nous faisons le point, nous nous rendons compte qu'il y a 2 départements que nous ne pouvons pas finir. C'est le temps qui était déjà totalement parti.
Exactement 4 746 348 électeurs vivant au Bénin et à l'extérieur du pays se rendront aux urnes le dimanche 6 mars. En cas de deuxième tour, le CNT pourra distribuer les autres 4 dans les départements du pays. L'opposition nigérienne a demandé hier la libération de l'opposant Ama Amadou, écroué depuis novembre dans une affaire controversée de trafic d'enfants et qui affrontera le président sortant Mahamadou Issoufou au second tour de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Le compte-rendu de Salimatou Dia et Christelle Menant. Ama Amadou, candidat prisonnier en campagne électorale pour le second tour de la présidentielle au Niger. Le fait est inacceptable pour la COPA 2016, une coalition de l'opposition nigérienne. Après s'être vu refuser mardi dernier l'accès à leur candidat écroué à la prison de Filengue, les ténors de l'opposition demandent sa libération provisoire. Nous sommes détenteurs du permis de communiquer qui nous a été régulièrement donné par la Cour de cassation. On nous a soumis à toute une acrobatie qui consiste à dire qu'on ne peut pas voir Hama collectivement, il faut les voir individuellement. Nous sommes surpris de ces mesures-là qui sont prises, qui, au lieu d'alléger aujourd'hui la tâche à Hama pour qu'il puisse être en contact avec ses militants, on continue encore à créer des conditions extrêmement difficiles. Les conditions de détention d'Ama Amadou sont la goutte d'eau qui fait déborder le vase des griefs de l'opposition. Ils appellent le pouvoir à mener une lutte loyale dans ce second tour du scrutin présidentiel. Ceux qui sont en face de nous, notamment le président Issoufou, n'est pas prêt à mener une lutte légale, une lutte loyale, une lutte à égalité en face de la COPA, en face de notre candidat. Et c'est une situation que nous dénonçons et nous pensons que tous les démocrates doivent se mobiliser parce que c'est une situation inédite que nous ne pouvons plus continuer à cautionner. Prévu pour le 20 mars prochain, le second tour de la présidentielle au Niger opposera le président sortant Amadou Issoufou à Ama Amadou, candidat prisonnier de l'opposition. Il est poursuivi dans une affaire controversée de trafic d'enfants datant de l'année dernière. Eric Van der Veen, le coordinateur pour le Sahel de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, était à Dakar au Sénégal. Il y a présenté le rapport annuel de l'organe international de contrôle des stupéfiants. Selon ce rapport, l'Afrique reste une zone de trafic clé du marché mondial des drogues. Mariam Sissé, Alexis Ouedraogo. Le trafic de drogue prend de plus en plus d'ampleur en Afrique de l'Ouest. C'est ce que révèle le rapport annuel de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, OICS. Dans ce rapport présenté par Eric Van der Veen, coordonnateur pour le Sahel de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'Afrique garde son statut de zone de trafic clé. Désormais, la zone ouest du continent est une importante plaque tournante de substances illicites. L'organe constate dans son rapport une augmentation du trafic de drogue. Dans la région, le trafic de cocaïne est toujours une préoccupation majeure. Entre l'Amérique du Sud et l'Europe qui transitent par l'Afrique, c'est globalement accru. Et la cocaïne en provenance de l'Amérique du Sud transite principalement par l'Afrique de l'Ouest avant d'aller vers l'Europe. Un rapport plutôt inquiétant qui ajoute à la liste des zones de production de drogues de synthèse, comme la méthamphétamine, une substance conçue avec des produits légaux et importés en toute légalité sur le continent africain. Même avec l'apparition de méthodes de vente en ligne des drogues et l'incapacité des canaux de contrôler et identifier les destinations finales, Eric Van der Veen se veut rassurant. L'ONU est là et l'OICS est là pour aider les gouvernements à renforcer leur capacité dans cette lutte. Mais c'est tout à fait vrai que le problème qui se pose par exemple au Mali dépasse pour l'instant les capacités nationales. Donc cette présence internationale est là, entre autres aussi pour renforcer les capacités. Si les raisons de la prolifération de ce phénomène restent liées à l'augmentation du nombre de vols commerciaux entre le Brésil et l'Afrique de l'Ouest, les conséquences, elles, restent lourdes pour une Afrique dans laquelle le traitement des personnes dépendantes de drogue est quasi inexistant. Et on termine avec ces images inédites, insolites, celle d'un bébé gorille. Il est né le 12 février dernier aux eaux de Bristol, au Royaume-Uni. Le bébé, femelle, pesait à peine 1 kg à sa naissance, un poids qui a nécessité, tenez-vous bien, une césarienne, fait rare chez les gorilles. Le gorille nouveau-né a eu besoin de l'assistance des vétérinaires pour commencer à respirer normalement, vous le voyez sur ces images. Les vétérinaires sont désormais optimistes pour l'avenir de ce gorille des plaines occidentales, une espèce en danger de disparition.
Les animaux peuvent donc désormais s'offrir le luxe d'une césarienne. Qu'est-ce que le monde a évolué? Et pour terminer, ne manquez pas le rendez-vous de l'économie africaine, 100% RTI 1, Made in Africa, à suivre à 20h50 sur nos antennes. Ce soir, le sujet qu'on aborde, c'est bien sûr la grande distribution. À tout à l'heure donc pour parler économie. 100% excellente soirée sur RTI 1.